On va parler dans cette présentation des matériaux d'assises de chaussée. Et dans cette catégorie, nous allons parler essentiellement des matériaux non liés, des matériaux granulaires non liés. Alors, parmi ces matériaux granulaires non liés, nous avons les sables naturels. Alors, les sables, par définition, c'est des sols dont la dimension maximale est inférieure ou égale à 6,3 mm ayant un pourcentage de fine inférieur à 35%. Le pourcentage de fine, c'est le passant au tamis 80 micromètres. Alors, ces sables naturels peuvent être utilisés essentiellement peut-être en couche de fondation pour des trafics faibles T1, T2 et exceptionnellement pour un trafic T3. Évidemment, ça, c'est par rapport à la norme du CEBTP. Donc, vous trouverez dans le document du CEBTP, dans le guide pratique de construction des routes dans les pays tropicaux, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'utiliser le sable naturel en couche de fondation pour des trafics faibles, hein, T1, T2, exceptionnellement pour un trafic T3. Alors, en ce moment, une valeur minimale du CBR de 30 est exigée pour pouvoir utiliser le sable en couche de fondation. D'habitude, pour un matériau en couche de fondation, on exige, hein, le CEBTP exige une valeur minimale. Hein. Le guide du CEBTP, par exemple, exige une valeur minimale du CBR de 30. Alors, il y a aussi possibilité d'amélioration des sables naturels par adjonction d'un concassé ou bien adjonction d'un liant hydraulique, hein, sol-ciment, ou bien adjonction d'un liant hydrocarboné, ce qu'on appelle les sand asphalte, les sables asphalte. Donc, il y a possibilité aussi donc, de faire l'amélioration voilà, mécanique, hein, ici, en ajoutant du granulat concassé ou bien en traitant le sable avec du ciment ou bien du bitume. Mais aujourd'hui, l'utilisation du sable en couche de fondation est très, très limitée vu l'importance, l'augmentation généralisée du niveau de trafic. Alors voilà quelques propriétés, hein, quelques spécifications sur les sables naturels, spécifications tirées du CEBTP. Les propriétés portent essentiellement sur le CBR. Hein, j'avais dit que le minimum exigé, c'est 30, donc le CBR doit être supérieur à 30 pour un trafic T1. Par contre, même pour un trafic T2, là, on exige un CBR supérieur à 35. Alors, il faut contrôler le pourcentage de fine qui doit être compris entre 10 et 30%. S'il y a trop de fine aussi, hein, ça devient trop argileux, trop fin ou trop limoneux. Et là, ça va poser des problèmes de stabilité. L'indice de plasticité doit être inférieur ou égal à 15. Le coefficient d'uniformité doit être supérieur ou égal à 5. Ça veut dire que je dois avoir une courbe granulométrique continue, hein, pas une courbe granulométrique serrée, parce que quand c'est trop serré, évidemment, la perméabilité est trop élevée et la densité risque d'être trop faible. Alors, le gamma D, le poids volumique sec, hein, à 95% de l'optimum proton modifié, doit être supérieur ou égal à 18 kN par mètre cube, hein, 18 kN par mètre cube, ou bien en termes de masse volumique, 1,8 g par centimètre cube, ou bien 1,8 tonnes par mètre cube. Alors, le produit, pourcentage de fine multiplié par IP, ce produit-là doit être compris entre 100 et 500. Il y a aussi la teneur en eau optimale, donc, qui tourne autour de 7, entre 7 et 13%. Le gonflement maximal, hein, avec les trépieds, hein, le gonflement linéaire ici. Il s'agit d'un gonflement linéaire que tu mesures avant de poinçonner les éprouvettes CBR. Donc, ce gonflement doit être au maximum de 2,5%. Ça, c'est les spécifications du CE. Maintenant, les graves non traités proprement dites. Alors, une grave non traitée, c'est quoi? C'est un mélange. C'est un mélange à granulométrie continue de cailloux, de gravier et de sable, avec généralement une certaine proportion de particules fines. Donc, une grave non traitée, aujourd'hui, c'est quoi? Une grave non traitée qu'on utilise en couche d'assises, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un matériau granulaire concassé ou bien
mélangé à partir de différentes classes granulométriques avec plusieurs classes granulométriques. C'est-à-dire qu'il y a des éléments moins, il y a des éléments fins d'abord, il y a des éléments moins, il y a des éléments grossiers, il y a des éléments un peu plus grossiers. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a des fines, il y a du sable, il y a des graviers, il y a même parfois des cailloux. Hein, et l'essentiel, l'ensemble forme un mélange, mais à granulométrie continue. Donc, la courbe granulométrique doit être continue, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, si vous voulez mélanger, hein, voilà, vous ajoutez de l'eau à la teneur en eau optimale. En ce moment, vous pouvez avoir un bon matériau de couche d'acide. Alors, ces graves non traités seront caractérisés donc par leur granularité, notamment la dimension de D, la dimension D max, mais aussi la courbe granulométrique, la forme de la courbe granulométrique. Alors, en couche de base, la dimension maximale doit être limitée à 14 ou 20. Parce que plus la dimension maximale est élevée, plus il risque d'avoir ici des phénomènes de ségrégation granulométrique. Alors, en couche de fondation, on peut aller pour Dmax, la dimension maximale des grains, jusqu'à 20 ou 31,5 mm. Alors, une réduction de grand D réduit les risques de ségrégation et améliore l'unité donc de la surface. Donc, ça, c'est extrêmement important. La granulométrie, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez une courbe granulométrique étalée, une courbe granulométrique continue, vous avez plus d'aptitude pour le matériau, au compactage, et ça permet donc d'avoir une bonne cohésion, une bonne densité. Pourquoi? Parce que les particules fines, moyennes vont se loger dans les espaces là laissés par les grosses particules. En ce moment, l'ensemble pour former un assemblage assez compact, assez dense, n'est-ce pas, pour pouvoir espérer avoir une bonne portance, une bonne résistance aux déformations. L'angularité, c'est extrêmement important parce que ça concourt à la stabilité des couches. Plus les grains sont anguleux, plus les couches seront stables. Par contre, plus les grains sont arrondis, évidemment, plus l'ensemble va se déformer. La forme, elle est importante. Hein, coefficient d'aplatissement. On ne peut pas des granulats plats. On a parlé du coefficient d'aplatissement. La propreté, c'est des granulats qui doivent être propres. La propreté peut être mesurée avec l'équivalent de sable, bien la valeur au bleu de méthylène. La dureté des granulats, c'est extrêmement important, avec deux paramètres extrêmement importants, le Los Angeles et le microdeval qui permettent d'apprécier justement la dureté. Alors maintenant, voilà, je donne ici les spécifications, hein, les physogranulométriques pour les GNT ou bien GRH. Donc, GNT, grave non traité, ou GRH, grave reconstitué, humidifié. Mais ça, c'est dans la norme du CEBTP. Donc, je donne ça dans la norme du CEBTP. Ici, vous avez deux physogranulométriques, le physo 0,315 et le physo 0,040. Donc, vous avez donc la possibilité d'utiliser ces deux physos-là. Attention, contrôlez le dernier tamis, le tamis 80 micromètres, 0,08 mm, le pourcentage de film, hein, est entre ici, pour le 0,315, 2 et 10. Par contre, si l'indice de plasticité est nul presque, c'est-à-dire quand vous avez des sables avec des fines siliceuses ou IP et non mesurables parfois, en ce moment, on peut augmenter légèrement le pourcentage de film. On parle ici de 4 à 10%, n'est-ce pas? Même chose ici également pour le 0,40. Donc, la valeur de l'indice de plasticité doit être inférieure à 6. Alors, IP doit être inférieur à 6. Parce que quand IP commence à être élevé, commence à avoir des problèmes de déformation. Déformation, surtout avec l'arrivée de l'eau, ça va entraîner des déformations excessives. L'indice de concassage doit être supérieur à 80 pour l'utilisation en couche de base, 60 pour l'utilisation en couche de fondation. Vous voyez qu'on est moins exigeant en couche de fondation qu'en couche de base. Voilà quelques spécifications pour les CEBTP. Alors, maintenant, concernant les conditions de mise en œuvre, hein, les conditions de mise en œuvre des GNT. Alors, ces conditions-là sont fixées par ce qu'on appelle les conditions météorologiques. Alors, le répandage d'une GNT est autorisé sur une surface humide. C'est-à-dire qu'avant de répandre la GNT, il faut humidifier au préalable la surface. Alors, il est interdit sous pluie forte et persistante. Quand il pleut,
hein, en ce moment, il est interdit de mettre en œuvre la GNT. Alors, quand il y a trop de flaques d'eau aussi sur le support de la GNT, le répandage, hein, voilà, va être interdit. On vous dit d'ailleurs, en cas d'orage violent survenant au cours de la mise en œuvre, il sera exigé, hein, l'évacuation du chantier de la GNT que tu as déjà répandu et que tu n'as pas encore compacté. Tu as déjà répandu la GNT, tu n'as pas encore compacté, il y a eu un orage violent, c'est-à-dire il y a beaucoup d'eau qui est tombée. Alors là, c'est fini, il faut évacuer. Enfin, on exige l'évacuation de la GNT du chantier. Pourquoi? Parce qu'elle aura subi de grandes déformations avec des quantités d'eau énormes. Une fois que vous avez mis en œuvre la GNT, la protection superficielle, c'est important. Surtout dans le cas où la GNT n'est pas immédiatement recouverte par une autre couche de chaussée. Hein? Donc, il faut la protéger. Il faut la protéger des intempéries. Sinon, l'eau va pénétrer. Hein? Donc, il faut l'imperméabiliser. Hein? Et aussi, il faut la protéger de la circulation de chantier. Attention, c'est des graves non traités. C'est un assemblage de granulats ici. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de particules fines argileuses, il n'y a pas de liant. Ici, qu'est-ce qui relie l'ensemble? C'est uniquement le frottement intergranulaire, n'est-ce pas? Ici, ce qui fait la résistance au cisaillement, c'est le frottement intergranulaire. Et donc, en ce moment, plus le matériau il est compact, plus il est dense, effectivement, plus il y aura des contacts, des surfaces de contact entre les granulats, ce qui fait que donc, hein, plus le matériau sera dense et plus il sera résistant. Donc ici, on ne compte que sur le frottement entre les grains. Donc, si vous le laissez comme ça, sans protection, vous laissez les véhicules, les poids lourds passer, un grain va partir et puisqu'il n'y a pas de liaison entre les grains, quand un grain part, le grain qui était à côté va partir, le grain qui était à côté va partir, ainsi de suite. Votre structure peut se dégrader, la GNT peut se dégrader très rapidement. Donc, c'est pourquoi la protection, c'est important. Donc, il faut protéger cette GNT des intempéries, mais il faut également la protéger de la circulation de chantier. En faisant quoi? En faisant un traitement de surface. Hein, avec un enduit à l'émulsion, 1 kg par mètre carré de bitume résiduel, plus 6 litres par mètre carré de gravion 4,6, hein, n'est-ce pas? Donc, vous faites cet enduit-là, hein, cet enduit monocouche, ça vous permet de protéger. Ou bien faites tout simplement une imprégnation en utilisant un bitume fluidifié. Le bitume fluidifié, c'est ce qu'on appelle aussi le cutback 0,1. Un cutback 0,1 sablé, en ce moment, ça vous permet donc de protéger la GNT. Vous pouvez le faire dans la journée même de sa mise en œuvre. Il ne faut rien attendre. Hein, il faut le faire dans la journée même de la mise en œuvre. Si évidemment, voilà, vous ne recouvrez pas immédiatement la GNT. Maintenant, quel est le matériel de mise en œuvre sur le chantier? Le matériel, c'est essentiellement la niveleuse. Vous voyez ici, sur cette photo-là, la niveleuse qui est là. Donc, c'est le matériel essentiel ici pour la mise en œuvre. Alors, que va faire la niveleuse? La niveleuse va faire le régalage, ce qu'on appelle le régalage, avec sa lame pleine. Hein. Elle a une lame, hein. C'est des engins à lame. La lame qui est là. Donc, cette lame peut permettre de faire le régalage, c'est-à-dire le fait d'étaler tous les granulats, hein, de façon uniforme sur toute la surface de la chaussée. Hein. Elle peut, donc, la niveleuse peut faire ce régalage-là tout en évitant la ségrégation. Alors, concrètement, comment elle va faire? D'abord, il faut que les camions déchargent. Hein, déchargent la quantité de GNT à mettre en œuvre devant la niveleuse. Alors, les camions d'habitude déchargent avec un léger excès. Voilà, pour donner un peu de marge de manœuvre à la niveleuse, quand même, pour pouvoir quand même répandre de façon uniforme, voilà, pour avoir une marge de matériaux, pour pouvoir voilà, araser toute la surface, faire un répandage de façon uniforme. Hein. En tout point, on doit avoir à peu près la même quantité de matériaux. Donc, lorsque les camions déchargent devant la niveleuse en léger excès, ensuite, la niveleuse va faire quoi? Va faire le régalage. C'est-à-dire le fait de répandre, le fait d'étaler, n'est-ce pas? Le fait d'étaler ici. Mais en étalant,
également, il a la possibilité de faire un premier réglage. Hein, parce que c'est des engins à lame. Vous avez vu la lame qui sert pour le réglage, mais le conducteur, il a les manettes et il a la possibilité d'orienter la lame comme il veut. Notamment la pente, n'est-ce pas, il peut l'orienter comme il veut. Ce qui fait que donc, voilà, en régalant, la niveleuse peut faire aussi un premier réglage. Hein. On l'appelle le réglage grossier. Ça permet juste donc de répandre de façon uniforme sur toute la surface de la chaussée pour avoir une épaisseur uniforme de couche après compact. Donc, voilà ce que la niveleuse va faire d'abord. Ensuite, si le matériau n'est pas à la teneur en eau optimale, on fait un arrosage complémentaire. De toute façon, avant de compacter, il faut s'assurer que la GNT est à sa teneur en eau optimale. Une fois que c'est à la teneur en eau optimale, maintenant, on peut faire un premier compactage avec le vibrant, un rouleau vibrant, n'est-ce pas? Le fait de vibrer, ça permet donc de fermer la GNT, hein, de fermer la GNT, c'est-à-dire que, donc, ici, de réduire les vides, hein, réduire les vides par les vibrations, donc ça permet de fermer l'ensemble de la structure. Ça, c'est le premier compactage qui peut être fait au vibrant. Ensuite, la niveleuse va repasser. La niveleuse va repasser maintenant, ouais, pour enlever l'excès. De matériaux. Donc, l'excès, c'était important ici pour avoir de la marge de manœuvre, pour pouvoir bien manipuler le matériau. Maintenant, la niveleuse va repasser pour enlever l'excès. Et après, maintenant, on fait le compactage définitif. Le compactage définitif peut se faire essentiellement avec le vibrant ou bien avec les rouleaux à pneus également pour faire le compactage. Donc, voilà un vibrant supérieur à V3 ou bien plus un compacteur à pneus supérieur à P1, n'est-ce pas? Donc, voilà ces deux types de compacteurs qui permettent de faire le compactage. Le compacteur vibrant, mais ça doit être supérieur à V3 et le compacteur. Alors, la qualité, l'objectif du compactage, c'est la qualité Q2, n'est-ce pas? On en a parlé quand on parlait donc des opérations de terrassement, surtout donc, par rapport aux qualités de compactage. Donc, il faut se référer à la présentation au cours sur les opérations de terrassement. Alors, le nombre de passes des compacteurs est fonction de l'atelier de compactage. Je veux dire, c'est fonction de la planche d'essai, n'est-ce pas? Donc, il faut au préalable réaliser ce qu'on appelle une planche expérimentale, une planche d'essai sur 200 mètres, sur 300 mètres, sur, voilà, quelques centaines de mètres pour fixer définitivement l'atelier de compactage. Alors, d'habitude, on parle de 12 passes de vibrant, plus 8 passes de compacteur à pneus, mais ça vraiment, c'est à titre indicatif. C'est vraiment la planche d'essai qui permet de fixer définitivement, parce que ça dépend de la puissance du compacteur, hein, des performances des engins que vous utilisez, de la nature du matériau, des conditions de mise en œuvre, etc. Donc, vraiment, la planche d'essai permet donc d'expérimenter sur quelques centaines de mètres avant de mettre en œuvre maintenant à grande échelle sur le la validation du compactage par une planche d'essai, c'est extrêmement important. Donc, l'objectif ici, c'est 98% de l'OPM. Avec les graves non traités, on exige un niveau de compacité plus élevé que, par exemple, une latérite. Ici, on exige 97, voire 98% de l'OPM. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des matériaux granulaires. On ne compte que sur la compacité. On ne compte que sur le frottement entre les grains pour pouvoir avoir la stabilité donc, de la. Alors, vous voyez ici les épaisseurs des couches, ça c'est des épaisseurs après compactage en fonction de la granulo, en fonction de la granulométrie. Donc, ça vous donne les épaisseurs minimales après compactage. De toute façon, l'épaisseur maximale de compactage ne doit pas dépasser 30 cm. Parce que si vous dépassez 30 cm, vous voyez que le compactage devient moins efficace, surtout vers la partie inférieure de la couche. Voilà, le compactage devient là-bas moins efficace. Et vous risquez d'avoir des faibles capacités. C'est pourquoi on limite quand même l'épaisseur de mise en œuvre à une valeur maximale de 30 cm.
Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de l'humidification. Il faut arroser pour l'amener à la teneur en eau optimale. Évidemment, ça se fait par l'intermédiaire donc des citernes, des arroseuses, pour pouvoir rapprocher le matériau à sa teneur en eau optimale. Alors, il faut comprendre que la teneur en eau optimale des granulats concassés comme ça est très faible. Pourquoi? Parce que c'est des matériaux qui ne retiennent pas de l'eau. C'est des matériaux qui sont insensibles à l'eau. N'est-ce pas? Les fines que vous avez ici, ce n'est pas des fines trop argileuses, ce n'est pas des argiles qui retiennent beaucoup d'eau, comme une latérite, ou bien comme un sable argileux, comme une argile. Non, ici, c'est des matériaux granulaires. Il y a des éléments grossiers. C'est peu de particules fines, et ces fines sont pour la plupart du temps inertes. C'est des fines siliceuses, des fines calcaires, etc., parfois en fonction de la nature des minéraux. Ce qui fait que le pourcentage, la teneur en eau optimale entre 5, 4, 5, 6, 7%, c'est très faible. De toute façon, c'est des matériaux qui sont à peu près insensibles. Voilà. D'ailleurs, un ajustement de plus 1% de teneur en eau sur chantier est un peu difficile. De toute façon, le matériau, il faut le rapprocher de la teneur en eau optimale avant de pouvoir le compacter sur le chantier. Après, il faut faire des mesures, hein, n'est-ce pas? Il faut contrôler. Il faut contrôler la géométrie. Donc, ça, c'est un contrôle topographique, n'est-ce pas? Des levées topographiques, il y a des tolérances, hein, plus ou moins 2 cm à plus ou moins 1 cm en fonction de la position de la couche. Il faut contrôler la portance avec l'essai à la plaque, hein, l'essai à la plaque, n'est-ce pas? Qui permet d'apprécier ici la portance aussi, n'est-ce pas? La portance, parce qu'il y a des exigences, hein, voilà, il y a des exigences sur la portance du support. Ça, c'est un critère d'acceptabilité aussi donc de la couche. On dit que pour les GNT en couche de forme, par exemple, on existe à court terme un module de 20 mégapascal, un module de 20 mégapascal, si nous sommes en présence d'un matériau granulaire, ou bien 35 mégapascal si nous sommes en présence de matériaux très traités. Donc, à long terme, ça nous permet d'avoir les classes d'arrase. Hein. Si, toutefois, on utilise la GNT en couche de forme, hein, je suis là en couche de forme. Il faut savoir que la GNT peut aussi être utilisée en couche de forme. En couche de forme, là, on peut parler de ces limites-là hein, comme critères donc, de réception, notamment donc, de la couche de la. Alors, la compacité, il faut la contrôler par des essais tels que le gamma-densimètre à diffusion, tels que le densitomètre à membrane, tels que l'essai au cône de sable. Voilà le densitomètre à membrane. Voilà. Alors là, ça vous permet de mesurer la densité in situ, la densité de la couche qui vient d'être compactée. Comment? Vous voyez le densitomètre à membrane. En réalité, c'est un cylindre. Hein? Vous voyez deux appareils. C'est un cylindre dans lequel vous avez un liquide qui est essentiellement de l'eau. Vous avez ici un piston hein, muni d'un manomètre ici, n'est-ce pas, qui permet muni d'un voilà, comparateur ici qui vous permet voilà, de pouvoir lire les variations de volume. Donc, vous pouvez soulever le piston. Regardez ici, voilà, le piston, il est là. Donc, il est là, donc avec voilà, la manette que vous avez ici, en haut, et le piston qui va coulisser à l'intérieur donc du cylindre. Le cylindre, il est rempli d'eau. Le principe, c'est quoi? C'est d'accrocher à la base du cylindre une membrane imperméable. De telle sorte que vous venez sur la couche déjà compactée, vous creusez un trou. Hein, vous creusez un trou. Si vous creusez le trou, vous enlevez tout le matériau qui était dans le trou. Vous le pesez, n'est-ce pas? Vous le pesez. Ensuite, vous avez le poids donc humide du matériau extrait du trou. Vous pouvez également le mettre à l'étuve, 105 degrés pendant 24 heures, pour avoir de même poids, pour avoir la teneur en eau. Maintenant, il vous reste à avoir juste le volume du matériau occupé. Le volume du matériau, c'est quoi? C'est le volume du trou. Comment on va mesurer le volume du trou maintenant? Par le densitomètre à membrane. Donc, à l'état initial, avant le volume de la membrane, avant de creuser le trou, hein, supposons, c'est quoi? C'est V0. Maintenant, vous posez la membrane sur le trou, hein, de part et d'autre ici. Donc, le trou est là, n'est-ce pas?
Donc, fixé ici, hein, le densitomètre est muni de plaques de base et de sangles que vous voyez ici, qui permet donc de fixer donc, la plaque de base sur le sol et donc de poser le densitomètre en membrane. Le cylindre que vous voyez, le trou, et le prolongement direct donc, sous le cylindre que vous voyez ici. Donc, le trou, c'est le prolongement direct en bas. Donc, le fait de mettre la membrane à l'intérieur et d'exercer une pression, la membrane étant plastique, étant élastique, elle va se dilater et elle va épouser la forme du trou. En ce moment, vous mesurez le volume V1. Donc, voilà, V1 moins V0, ça vous donne quoi? Ça vous donne le volume donc, de la membrane dans le trou, qui est le volume du trou, donc qui est le volume du sol extrait. Donc, en ce moment-là, vous pouvez maintenant calculer le poids volumique humide ou bien le poids volumique apparent, qui est égal au poids humide divisé par le volume total. En ce moment, aussi, vous pouvez calculer le poids volumique sec, gamma D, qui est quoi? Donc, qui est égal au poids du sol sec divisé par le volume total, ou bien qui est égal au poids volumique apparent, n'est-ce pas, sur 1 plus la teneur en eau. Donc, voilà la possibilité ici de pouvoir, voilà la membrane, hein, vous voyez les membranes qui sont là. Donc, qui vous permettent donc d'avoir la densité d'une couche déjà compacte. On peut aussi utiliser un cône de sable. Regardez ce cône-là, n'est-ce pas? Ce cône-là est rempli de sable. C'est un sable qui est normalisé, c'est-à-dire un sable dont on connaît toutes les caractéristiques. Hein? C'est-à-dire on connaît essentiellement le poids volumique de ce sable. Donc, c'est un sable uniforme dont on connaît le poids volumique. Le principe consiste à venir regarder sur la couche déjà compactée. Voyez, cette couche-là, c'est déjà compacté. On veut vérifier le gamma D. On veut calculer le gamma D in situ. Regardez, le monsieur, il pose cette plaque-là et il commence à creuser. Comme on avait fait tout à l'heure avec le densitomètre à membrane, il commence à creuser un trou. Hein? Quand il creuse le trou, il prend le matériau, il le met ici, sur cette plaque-là. Il met ici. Jusqu'à la fin du trou, vous voyez? Donc, il y a un trou qui est là et le matériau est là. Il va poser le matériau, il va déterminer sa teneur en eau. Maintenant, il prend ce cône de sable, il pèse le cône de sable avant et ensuite, il remplit le trou de sable. Il le remplit complètement jusqu'à remplir à ras ici, hein, le trou. Ensuite, il va soulever le cône. Donc là, il est en train de remplir. Après, il soulève le cône. Maintenant, il mesure juste la masse de sable introduite donc, dans le trou. Pour ce faire, il n'a qu'à mesurer le poids du cône après. Donc, il a mesuré avant, ensuite, il l'a mesuré après. Donc, la différence vous donne quoi? Vous donne la masse ou bien le poids de sable qui a été introduit pour remplir le trou. Et connaissant la masse volumique ou bien le poids volumique de ce sable, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est un sable normalisé dont on connaît le poids volumique, hein, je connais le poids volumique et je connais le volume maintenant, je connais la masse ou bien le poids, je connais le poids volumique de ce sable et je connais le poids, hein, de sable qui a été utilisé pour remplir ce trou-là. Donc, j'en déduis immédiatement donc, le volume de ce sable qui est égal au volume du trou. Voilà, donc j'ai le poids humide, je peux avoir la teneur en eau, j'ai le volume total, je peux maintenant calculer le poids volumique apparent, je peux calculer maintenant le poids volumique sec, gamma. Vous voyez? Et je peux toujours calculer la compacité de la couche déjà compactée comme étant le gamma D in situ, c'est-à-dire le gamma D mesuré par ces essais-là sur le chantier, divisé par le gamma D max de l'essai Proctor modifié. Vous vous souvenez, j'avais déterminé le gamma D max de l'essai Proctor modifié quand on faisait l'essai Proctor. Voilà, donc ça me permet fois 100, hein, ça me permet d'avoir la compacité. Alors cette compacité, on l'appelle la compacité relative. C'est la compacité de la couche par rapport à une référence qui est quoi? Qui est l'essai Proctor effectué au laboratoire. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le gamma densimètre à diffusion. Alors là, on va mesurer ce qu'on appelle la transmission d'une source radioactive. Hein. Vous voyez la source là? Alors là, vous posez l'appareil. L'appareil est muni d'une tige à la base qui va perforer le matériau sur 7 cm environ. Et à sa base, il y a une source radioactive. Attention, hein, c'est radioactif, hein, c'est dangereux. Donc, il y a une source radioactive et qui va émettre ici, hein, un rayonnement ici, hein, une source de photons, en tout cas un rayonnement radioactif. Et en ce moment, regardez ici, il y a des détecteurs, n'est-ce pas? Il y a des détecteurs.
ici. Donc, à travers ces détecteurs ici, là, et donc, à travers un matériau, pour estimer ici, hein, après étalonnage, on peut lire directement ici ce qu'on appelle la masse volumique réelle, hein, la masse volumique réelle et la compacité. Alors, d'habitude, voilà, c'est des essais donc, de contrôle de compacité in situ. Donc, ça nécessite une petite formation là, puisque c'est des, parfois, voilà, c'est un peu lié à la radioactivité, n'est-ce pas? Il faut parfois même, c'est pas moi, un certificat pour pouvoir utiliser. En tout cas, on ne donne pas cet appareil à n'importe qui sur le chantier pour le manipuler, etc. Donc, ça vous permet tout simplement de mesurer donc, la densité, la compacité in situ. Parce que la quantité qui sera réfléchie ou réfractée sera fonction essentiellement ici de la densité donc de la couche. Et évidemment, donc après étalonnage, on peut directement lire ici la valeur de la masse volumique réelle ou bien la valeur de la compacité. Alors, il y a d'autres essais qui permettent d'apprécier la résistance d'une couche déjà réalisée, notamment le pénétromètre Panda. Voilà, donc c'est juste un pénétromètre dynamique. Hein. Vous avez une tige ici, hein, munie à sa base d'une pointe. Hein, une pointe. Voilà les dimensions. Hein. Il y a plusieurs types de pointes, 2 cm², 4 cm² ou 10 cm², que l'on bat dans le sol. Vous avez vu, il y a un marteau qui est là, n'est-ce pas? Et il y a un capteur mesurant la vitesse donc, de l'impact. Vous avez un système de courroie ici, qui est là, et un capteur d'enfoncement qui vous permet de lire l'enfoncement. Donc, au fur et à mesure que vous tapez, n'est-ce pas? Regardez le monsieur là, avec son marteau là, il est en train de taper. Donc, ici, la tige, la pointe, va s'enfoncer dans le sol d'un enfoncement donné. Donc, en ce moment, le sol qui est à la base lui oppose une certaine résistance. On parle de résistance de pointe, hein, de résistance de pointe QD, résistance de pointe dynamique QD, hein, n'est-ce pas? Que l'on calcule à partir de cette formule-là qu'on appelle la formule des Hollandais, n'est-ce pas? Donc, cette formule des Hollandais donc, est liée à l'enfoncement, hein, parce qu'à chaque fois que vous tapez, le matériau, donc la tige, la pointe s'enfonce d'un enfoncement donné qu'on appelle E, n'est-ce pas? Évidemment, cet enfoncement est fonction de la résistance, hein, qui est opposée par le terrain, ici à l'enfoncement. Donc, à partir de là, donc, le pénétromètre type Panda, ça qu'on appelle le pénétromètre dynamique type Panda. Évidemment, il y a d'autres pénétromètres dynamiques qui sont plus lourds, hein, et qui peuvent également permettre d'apprécier la résistance des différentes couches, d'une couche déjà compactée. Ça me permet d'apprécier ici donc, la résistance donc, de la couche déjà compacte. Voilà, merci. Donc, voilà ce qui termine l'exposé sur les graves non traits. Merci.